Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Vous allez suivre dans une quinzaine de minutes les traditionnelles questions d'actualité. Et il y en a de nombreuses, des questions d'actualité. Et nous, justement, nous allons faire le tour de toute cette actu avec Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste ici au Sénat. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour. Une information presque de dernière minute, il y aura une nouvelle demande de levée d'immunité pour le sénateur Serge Dassault. En tout cas, ça a été demandé par la justice. Pour l'instant, le Sénat n'a pas été encore recouru à cette demande. Qu'est-ce que ça pourrait changer de plus, vu que la dernière fois, ça a échoué? Déjà, c'est bien que les magistrats transmettent des informations aux journalistes avant de les transférer au bureau du Sénat. Comme ça, on a l'occasion d'en parler. Mais au-delà de la boutade, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce qu'est l'immunité parlementaire aujourd'hui. Elle était probablement très utile quand elle a été créée, notamment pour protéger tant sur l'expression que sur la personne les parlementaires face au pouvoir royal ou par rapport aux excès de la justice, de l'exécutif à l'époque. Mais nous n'en sommes plus là. Et pour ma part, en ce qui concerne le volet inviolabilité du parlementaire, je pense que ça devrait être supprimé. Ça nous éviterait d'ailleurs d'avoir ce type de débat, qu'à chaque fois on nous demande de lever l'immunité parlementaire d'un collègue. Je pense que ce serait plus simple de le supprimer. Parce que je vais vous dire, supprimer l'immunité d'un parlementaire. l'immunité parlementaire a deux volets. Le volet irresponsabilité. Alors le mot irresponsabilité évidemment est très connoté, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans son mandat, dans l'exercice de son mandat, on peut dire ce qu'on veut. Bien sûr, sans être dans les délits d'antisémitisme ou de racisme ou de xénophobie, mais on peut dire ce qu'on veut et on protège la parole libre du parlementaire. Il y a la question de l'inviolabilité, irresponsabilité, inviolabilité. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, notamment dans le cadre du droit commun, où on poursuit le parlementaire et on souhaite le mettre en garde à vue, par exemple. Eh bien, là, il ne faut pas qu'il y ait une possibilité dérogatoire ou de protection du parlementaire. Ça n'a plus aucun sens, tout simplement. Donc, enlevons cette possibilité-là. S'il faut faire une réforme du règlement intérieur, je pense même pour le coup qu'il s'agit même de la loi, eh bien, on puisse supprimer. Ça n'a pas beaucoup de sens de demander systématiquement à chaque fois de lever l'immunité parlementaire d'un collègue, et on voit bien les difficultés que cela crée. Mais vous pourriez créer justement... je me mets juste une petite phrase, parce que après, quand on nous dit « Ah, mais les parlementaires, bien ils sûr. sont corporatistes », je le dis gentiment parce que j'ai du respect pour la magistrature française, mais quand je vois la décision qu'a pris le Conseil supérieur de la magistrature par rapport au juge Courroy en disant qu'il était incapable et que c'était un mauvais procureur, mais qu'évidemment il n'avait aucune peine, je me dis que les corporatismes sont partout. Donc ce qu'il faut faire en réalité, c'est éviter de mettre dans cette situation-là. Jean-Vincent Placé, on va parler de l'état de la justice et des polémiques qui a eu lieu hier avec Christiane Taubira, mais encore une fois sur Serge Dassault, Oui. pour qu'on comprenne bien. Vous, par exemple, mercredi prochain, il y a un bureau Mais du nous, Sénat qui se réunit. les écologistes, nous sommes... Qu'est-ce que vous allez demander? Nous, on n'a rien à demander. On attend ce que les magistrats vont transmettre comme dossier. Il y aura une étude, comme d'habitude, faite par le vice-président, Jean-Léonce Dupont, qui est délégué en charge des immunités. Il y a y compris d'ailleurs le secret d'instruction qui couvre les débats. Mais bon, maintenant, le secret d'instruction, quand vous Faudrait êtes... le lever, ça, le secret Vous êtes d'instruction? plus vite. Non, moi je suis pour le secret d'instruction, mais seulement D'accord. voilà, il faut le respecter. Et il faut y compris poursuivre quand ce n'est pas respecté. Par ailleurs, parce que ça permet d'instruire plus sagement en réalité ce que de mettre sur la place publique, c'est tellement facile. Mais nous sommes très clairs au niveau des écologistes, nous sommes pour toutes les procédures de droit commun, nous sommes pour la levée systématique. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes pour que le volet inviolabilité n'existe plus, puisque nous sommes pour l'aspect automatique. Sur la justice, donc on y vient sur cette polémique autour du juge Faletti, Oui. du procureur Faletti qui, selon des rumeurs ou pas, aurait été demandé de choisir un autre poste. Christiane Taubira est dans le viseur. Est-ce que selon vous c'est une maladresse ou c'est une mauvaise interprétation de ce qu'on pourrait imaginer comme une promotion? Non mais ce qui est tout de même incroyable, c'est que vous me posez la question en me disant « Ah mais selon des rumeurs, on aurait dit que, peut-être que… » Madame Taubira s'est exprimée hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, elle a répondu très clairement. Eh bien je la crois, Mais visiblement, ça ne satisfait pas et la droite et les procureurs qui s'en sont mêlés. Vous parliez de corporatisme tout à l'heure, c'en est peut-être une forme. Oui, j'ai noté que la droite donnait beaucoup de leçons d'indépendance de la justice. J'ai surtout constaté que depuis l'hélicoptère de M. Toubon, qui était allé chercher un procureur de la République dans l'Himalaya, les pratiques de la droite, elles n'ont pas de leçons à donner à la droite. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le procureur général d'État, dit la droite. Le procureur général de Paris a été nommé sous la droite. Peut-être est-il plus indépendant que celles et ceux qui étaient nommés par la droite. Pourquoi pas? Après, les réponses ont été données. Une promotion lui a été proposée. Premier avocat général près la Cour de cassation, c'est pas tout à fait n'importe quoi.
Le procureur peut-être a souhaité faire autre chose. Il a eu la gentillesse manifestement de transmettre la lettre à valeur actuelle avant de la transmettre à la garde des Sceaux. Très bien, c'est de son fait. Il y a maintenant effectivement un débat dans le canard enchaîné. Moi, je crois en l'honnêteté, en la probité de la garde des Sceaux, qui a toujours démontré dans son action publique, dans sa parole publique, qu'elle était extrêmement attachée à l'indépendance du parquet, et y compris la loi que nous avons votée, c'est qu'il n'y a plus d'instruction individuelle auprès des parquets généraux et auprès des parquets directement de la République. Donc c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'action publique et pas tellement les rumeurs des uns et des autres, Et donc, montées à 18 mois de la retraite par peut-être quelques procureurs en mal de publicité. Une demande, par exemple, alors que le Congrès à Versailles devait se réunir l'été dernier sur ce thème du Conseil supérieur de la magistrature sur cette réforme, elle est pour l'instant bloquée. Oui, pourquoi elle est bloquée? Parce que la droite Parce qu'il n'y avait pas de voix suffisante. Nous voulons l'indépendance du parquet. Et en plus, je le dis d'autant plus aisément, puisque nous avons un peu de temps pour débattre sur le fond et pas tellement sur les slogans, c'est qu'on n'est jamais vraiment indépendant de personne. Bon, je viens de le démontrer avec le corporatisme. Donc on n'est pas vraiment indépendant de son corps. Il faut être indépendant de la politique. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'instruction individuelle. Eh bien après, il faut trouver une façon de démontrer cette indépendance. Alors, les Américains, eux, font l'élection. Donc, je n'en suis pas encore arrivé à cette idée-là, mais je peux vous dire qu'elle va germer, parce que donc c'est le peuple qui choisirait les magistrats. Un corps qui s'autogère, ce n'est pas bien non plus pour la démocratie française, car je vous le rappelle, la justice est rendue au nom du peuple français. Donc, il faut trouver une façon de faire en sorte que ce peuple français soit concerné. Donc, le peuple pourrait élire des magistrats. C'est une piste de réflexion qu'on doit avoir et qui, vous verrez, arrivera à ce moment un jour. Mais la société peut-être pas encore mûre, la société française en tout cas. Vous avez raison un petit peu trop tôt, c'est ça? On verra. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la loi sur la famille. Oui. Jean-Marc Ayrault, ce matin, a tenu des propos. Il dit tout simplement on va laisser un peu plus de liberté au groupe, notamment socialiste à l'Assemblée et au Sénat, pour débattre. Je voudrais qu'on l'écoute et puis vous réagissez juste après. Bien. Je veux en faire en sorte qu'on démine et qu'on aille à l'essentiel par le dialogue. Mais en même temps, je ne renoncerai pas aux réformes, y compris pour améliorer la vie des familles. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que c'est un rattrapage? Non, je suis très satisfait qu'il y ait eu une discussion de fait entre l'exécutif et le Parlement, y compris d'ailleurs avec les groupes de la majorité, essentiellement socialistes et écologistes. Nous avons dit, nombreuses et nombreux, à dire l'attachement que nous avons à ce que la loi famille, dans ces éléments extrêmement importants, pas seulement d'ailleurs pour les familles recomposées, pour les familles dites traditionnelles, eh bien, il y a des sujets extrêmement forts, vous l'avez dit, sur l'adoption, sur la naissance sous X, sur la question de l'autorité parentale en matière de divorce, savoir aussi quel est le statut du beau-parent dans la vie quotidienne, et c'est extrêmement important. Moi, je le vis au quotidien et je peux vous dire qu'il y a plein de sujets, y compris pour aller chercher les enfants à l'école, bien qui ne sont pas réglés aujourd'hui, qui ne sont pas légiférés, et c'est extrêmement important d'y arriver. Je crois que sur ces éléments-là, on doit y arriver. Nous, vous le savez, les écologistes, nous sommes également favorables à la PMA, c'est-à-dire à un parallélisme des formes par rapport au mariage pour tous. Eh bien, le gouvernement a dit qu'il n'était pas d'accord. Eh bien, il y a un débat entre le gouvernement... Il ne dit pas qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'était pas dans le texte, Jean-Vincent Placé. Les manifestations dans les rues de Paris, on comprend, mais encore une fois, la PMA, la GPA, la procréation médicalement assistée, ce n'était pas dans le texte sur la loi sur la famille. C'est ce que dit Dominique Bertinotti plusieurs fois. La GPA, j'ai pas de problème, j'y suis totalement opposé. Je trouve que la gestation pour autrui. Oui, le système des mères porteuses, y compris qu'on va acheter à l'étranger, tout ça me révulse. Donc je suis très clair là-dessus. La PMA, c'est totalement différent. Mais pour la procréation médicalement assistée, la PMA, c'est totalement différent. Je pense que c'est normal qu'à partir du moment où il y a un mariage pour tous, eh bien, les couples de femmes puissent bénéficier, comme les couples hétérostériles, de la possibilité qu'il y ait la PMA. Après, eh bien, ayons le débat au Parlement. Donc, en ce sens-là, ce qu'a dit le Premier ministre sur le fait que d'une façon ou d'une autre, soit avec un ordre du jour voulu par le gouvernement ou alors par les groupes de la majorité parlementaire et gouvernementale, eh bien, cela arrive en débat dans le premier semestre de 2014. Je crois que c'est plutôt positif et c'est non pas un rattrapage, mais je pense que c'est une formule de compromis et d'avancée qui est extrêmement positive. Alors que ce n'était pas le cas lundi soir. Au moment où le Premier ministre dit qu'il n'y aura pas de texte, votre réaction, vous, les Verts, hein, pas Jean-Vincent Placé spécifiquement, c'était pas du tout celle-là. Non, mais le gouvernement prend des positions. Seulement, voilà, moi, mon objectif, c'est pas de passer ma journée à réagir à ce que raconte le gouvernement, mais d'essayer de faire en sorte que ce que nous voulons, c'est-à-dire que les principaux éléments de la loi famille, bien et très bien préparés par Dominique Bertinotti, arrivent à l'ordre du jour
du Parlement, à l'Assemblée ou au Sénat. Donc nous avons nous-mêmes proposé d'utiliser des espaces réservés, soit au Sénat ou à l'Assemblée pour cela. Je vois que le gouvernement entend cela et je vous dis, je trouve que ce dialogue a été au final constructif. Est-ce que le groupe écologiste au Sénat déposera un texte sur la PMA ? Nous avons déposé une proposition de loi cette semaine sur la PMA, comme nos collègues de l'Assemblée nationale, pour montrer le volontarisme que nous avions sur cette question. Après, il faut que ça arrive à l'ordre du jour. 2, qu'on en débatte et puis qu'on vote. Comme ça, on l'espace, verra. vous l'avez. À partir du moment où vous pouvez déposer à l'Assemblée ou au Sénat différents textes, oui, mais vous savez vous savez qu'il y a des délais de présentation, que c'est assez compliqué avec des ordres du jour prévus à l'avance. Mais bien sûr, nous le pouvons et dans la mesure du possible, nous le ferons. Nous le ferons en lien avec les autres groupes de la majorité, en particulier le groupe socialiste, et bien sûr en discussion avec le gouvernement. Un mot quand même sur ces manifestations de rue qui dit avoir gagné dans la rue. Qui a gagné dimanche ? Personne, je pense. Je crois que je distingue la manifestation de dimanche de la précédente. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce sont deux manifestations complètement différentes. La précédente, c'était des extrémistes de façon intolérable avec des violences. Et sans être bon enfant, parce que les slogans étaient quand même très orientés. Celle de dimanche dernier était une manifestation qui exposait des inquiétudes, y compris il faut entendre. Par exemple, moi je vous donne une réflexion que j'ai tirée de cette manifestation, c'est que comme le président de la République a indiqué que dans son pacte de responsabilité, il y aurait exonération pour les entreprises des cotisations familiales, ce qui n'est pas choquant en soi. Pourquoi les entreprises, elles seules, paieraient la politique familiale ? Alors, ça pose l'interrogation de savoir comment on finance la politique familiale et quelle serait cette politique familiale. Et ça, c'est un vrai débat, tant sur les allocations, tant sur les aides diverses et variées, tant que ce qu'on peut faire au niveau des CAF pour les gardes. Voilà. Et ça, la politique familiale est une très belle réussite de la France. On voit aujourd'hui notre démographie, on voit y compris l'espoir, l'espérance en l'avenir des familles françaises qui font des enfants. Et je crois que cette belle politique-là, il faut la maintenir et la renforcer. Donc ça sera un des enjeux, je pense, qui pourrait satisfaire d'ailleurs les manifestants sincères de dimanche dernier, qui sont préoccupés pour la famille et qui ne sont pas ni d'extrême droite, ni politiciens par rapport aux considérations qui ont été portées. Justement, vous parlez de la sociologie un petit peu de ce qu'on voyait dans la rue. C'est une France conservatrice qui est en train de naître ? Moi, c'est pas ça qui m'inquiète, parce que moi, je suis plutôt conservateur en réalité. Donc, je pense que le vrai sujet de la France, c'est d'admettre qu'il y a une France traditionnelle, conservatrice, qu'il faut respecter, y compris dans sa vision de la famille, y compris dans sa vision des valeurs. Pas réac, mais des valeurs qui fondent une république depuis bien longtemps. Aujourd'hui, une France plus moderne, plus ouverte, plus diverse également, et faire en sorte que tout à la fois la famille qui se retrouve dans papa, maman, les enfants, le bleu et le rose, si j'ose dire, se retrouve aussi dans le même respect avec les familles recomposées, avec d'autres modes de famille qui sont tout à fait respectables, et notamment les familles, bien sûr, homosexuelles. Il nous reste 1 minute, Jean-Vincent Placé. Un autre texte pourrait lui aussi connaître quelques tensions, c'est celui sur la fin de vie, alors que François Hollande en avait fait l'une de ses promesses, et qu'il voulait un consensus politique, mais on sent qu'on n'est pas encore là. Vous avez déposé, vous aussi, une proposition de loi. Alors, je suis plus optimiste que vous. C'est l'engagement 21 du président de la République. J'avais eu l'occasion de lui en toucher un mot lorsque j'avais été reçu avant les fêtes. J'ai eu le grand plaisir de l'entendre lors de sa conférence de presse du 14 janvier indiquer sa volonté qu'un texte arrive dans l'année. Nous-mêmes avions prévu de porter le débat au Parlement, au Sénat, avec Corinne Bouchoux, Jean Desessard et Marie-Christine Blandin le 13 février. C'était prévu d'ailleurs avant l'intervention du président de la République. Donc moi je fais confiance au président de la République pour pouvoir aboutir cet engagement qui est le sien. Et le fait que nous puissions travailler avec Jean-Pierre Godefroy, Muguette Dini, des sénatrices et des sénateurs de tous bords qui ont porté le sujet. Je pense aussi au sénateur Fouché de l'UMP, je pense au sénateur également du RDSE, Laurence Cohen du CRC. On a fait une belle discussion transsensibilité, transparti, et je crois que c'est un sujet qui intéresse les Français, qui sont très majoritairement attentifs à la souffrance des familles et des personnes en fin de vie. Jean-Vincent Placé, vous le voyez sur ces images, le président Jean-Pierre Bel a commencé la séance d'actualité. Je vous laisse regagner les rangs, évidemment. À tout à l'heure. Cette question, Monsieur le Ministre, je vous la pose au nom des 1400 employés de l'usine BMS Subsa d'Agen, de ces 3600 emplois induits, des 120 employés du siège de Rueil-Malmaison, mais également au nom de mon collègue et sénateur Jean-Léonce Dupont,
concerné par ces mêmes enjeux sur son territoire, avec l'usine Sanofi de Lisieux dans le Calvados. Au mois de décembre 2013, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a informé les laboratoires de son intention de créer un groupe générique sans référence pour le paracétamol. Cette décision entraînera une chute de production des volumes français et une perte totale de compétitivité à l'export, mettant ainsi à mal l'ensemble des usines productrices. Le département de Lot-et-Garonne est tout particulièrement concerné par le risque que fait courir une telle décision pour l'activité de l'usine BMS UPSA, qui, rappelons-le, est actuellement le premier employeur du Lot-et-Garonne et le deuxième employeur privé de la région Aquitaine. Alors que BMS et Sanofi participent à l'effort qui leur est demandé par le Comité économique des produits de santé en fixant leur prix au même niveau que celui de la concurrence, le gouvernement, sous couvert d'économies pour l'assurance maladie, entame une procédure de mise sur le marché de génériques. Ceci n'a pas de sens. L'État a-t-il fait une évaluation des conséquences de cette mesure aux bénéfices très incertains? Alors qu'un grand nombre d'emplois sont mis en péril, condamnant par la même occasion notre capacité à exporter et à rester indépendants vis-à-vis de cette production qui ne pourra pas se maintenir. Il est clair que ce dossier est très sensible et que la réponse sera politique. Pour l'autorité de la concurrence, l'adoption d'une telle mesure renforcera la concurrence. Eh bien non, cette décision ne fera que détruire un grand nombre d'emplois et dévastera nos territoires, sans gain pour la sécurité sociale. Monsieur le ministre du Redressement productif, les industriels concernés ont jusqu'à aujourd'hui, 6 février, pour faire connaître leur position avant la décision gouvernementale. Au moment où je vous parle, les salariés sont rassemblés une nouvelle fois devant le site BMS pour défendre leur usine et leur emploi. Vous avez clairement déclaré qu'il revenait au Premier ministre d'arbitrer ce dossier, alors que la décision est entre les mains de votre gouvernement, que votre propre mission est d'empêcher cette décision catastrophique pour nos emplois. Quelles mesures mettez-vous en place pour convaincre le Premier ministre? Dans quel délai interviendra votre arbitrage? Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, tout d'abord permettez-moi d'excuser l'absence de Marisol Touraine. Je voudrais, sur la question que vous posez, qui n'est pas qu'une affaire de redressement productif, vous apporter à la fois des éléments techniques et d'attirer votre attention sur quand même cette mauvaise opposition entre ce qui serait l'emploi et ce qui serait le développement des médicaments génériques. Tout d'abord, des éléments techniques. Sur la situation du paracétamol, vous savez qu'il existe aujourd'hui de nombreux génériques, mais que la possibilité de substitution n'est actuellement pas ouverte aux pharmaciens. Cela ne serait possible qu'à condition d'inscrire le paracétamol au répertoire des médicaments génériques. En juin dernier, l'autorité de la concurrence l'a recommandé dans son document de consultation publique sur la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament en ville. En décembre, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament a entamé les démarches pouvant conduire à la création d'un groupe générique sans spécialité de référence. La création d'un tel groupe ne peut intervenir qu'après que les titulaires d'autorisation de mise sur le marché ont pu présenter leurs observations. Les industriels concernés, au nombre de 37, avaient jusqu'à aujourd'hui pour remettre leurs observations. Nous entrons donc dans une phase d'instruction où l'Agence du médicament va analyser les réponses des laboratoires, à la fois sur le plan juridique, mais également en termes de sécurité et d'approvisionnement des produits. En tout état de cause, Monsieur le Sénateur, je voudrais insister sur le fait que les laboratoires qui ont émis des craintes sur les conséquences sur l'emploi d'une décision d'inscription au répertoire des génériques ont été tous reçus par le cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, et par ailleurs, l'ensemble des élus qui en avaient fait la demande l'ont été également. Vous conviendrez, je pense sans nul doute,
que nous devons aussi, pour des mesures de santé publique et aussi pour des mesures d'économie de la sécurité sociale, encourager le développement et la consommation des médicaments génériques et que l'on ne peut pas simplement opposer des mesures d'emploi avec ce qui sont des mesures d'avenir pour le bien-être de nos assurés sociaux. Merci. La parole à Maryvonne Blondin pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le ministre, chacun ici a en tête les images chocs des inondations, vagues de submersion, rafales de vent et de pluie sur toute la façade atlantique. Du jamais vu de mémoire d'Ilien, dit le maire de l'île de Sein. Près d'Ouessant, une bouée a pu mesurer des vagues allant jusqu'à 14 mètres de hauteur. Partout, le littoral atlantique est attaqué. Le cordon dunaire recule de plusieurs mètres. Des maisons menacent de s'effondrer en Aquitaine. Un cargo se brise dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ce n'est pas fini. Les intempéries n'en finissent pas de se succéder. Et ça, c'est un fait nouveau. En Finistère, sur les 49 derniers jours, 30 ont été en vigilance rouge ou orange. La nature se rappelle à nous, il faut la respecter, disent les plus philosophes. Mais que d'inquiétude et de lassitude. Je tiens ici à saluer la mobilisation de tous les services de l'État, des collectivités, de RDF et de Météo France. Vous le savez, chers collègues, la mission de prévention des risques est une compétence importante de l'État, qui est notamment attachée au libre mouvement du trait de côte. Les outils mis à sa disposition sont nombreux. Des plans de prévention des risques naturels, littoraux, de submersion marine, mise en place de cellules de crise, financement permettant aux collectivités de mieux lutter contre ces risques, sans oublier les travaux des sages et des syndicats mixtes auxquels les départements sont très attachés. Cependant, un décalage demeure entre les dispositifs mis en œuvre et le ressenti des populations. De plus, ces perturbations climatiques répétées soulèvent beaucoup d'autres interrogations. Une préoccupation se fait jour devant l'amplitude des dégâts. Ce littoral sera-t-il à même d'accueillir des touristes, s'ils viennent cette année, en toute sécurité? N'oublions pas que c'est une activité économique essentielle pour nos territoires. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple, la réponse plus complexe sans doute. Comment améliorer la prévention de tels risques et mieux accompagner les élus et les populations? Merci. La parole à Philippe Martin, ministre de l'Écologie. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Maryvonne Blondin, c'est vrai qu'avec le Var, avec le Sud-Ouest, la Bretagne est confrontée à des événements météorologiques qui sont exceptionnels à la fois par leur ampleur et par leur durée. Mais mesurons à quel point d'ailleurs ce qui semblait exceptionnel il y a une dizaine d'années devient maintenant régulier et songeons éventuellement à faire un lien avec les observations que font les scientifiques sur les modifications climatiques. Je me suis rendu sur place en Bretagne il y a quelques jours de cela avec Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, c'était le 9 janvier 2014, et nous avons pu constater ensemble les dégâts, la détresse, mais aussi la mobilisation des secours. Aujourd'hui, pour la 4e fois depuis le début de l'année, le département du Finistère a été placé en vigilance rouge pour les risques de crue. Je tiens ici à saluer la réactivité des élus, des citoyens, des collectivités, des services de l'État et de ses opérateurs qui, malgré la répétition de ces événements, sont toujours à pied d'œuvre et le seront au service de nos concitoyens. La première urgence, Madame la sénatrice, c'est de gérer la crise. Au-delà, nous devons agir pour réduire les risques d'inondation et les risques littoraux, notamment l'érosion. Des améliorations sont possibles dès lors que nous aurons intégré cette culture du risque qui doit désormais, hélas, nous animer au quotidien. Plusieurs mesures ont d'ailleurs été prises. Une mission d'expertise a été lancée afin de proposer des pistes d'amélioration du dispositif de gestion de crues, ainsi que les moyens de prévention qui pourraient être mis en place par l'État et les collectivités. Les premières conclusions seront connues au printemps. Nous en tirerons avec le ministre de l'Intérieur toutes les conséquences. Sur ce que l'on appelle le trait de côte, j'ai annoncé le 16 janvier avec Frédéric Cuvillier de nouvelles mesures afin d'améliorer la gestion de l'érosion.
Sur la base d'une cartographie précise des risques réalisés d'ici fin 2014, des projets de gestion du littoral seront définis. Un groupe de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion du trait de côte va être mis en place pour suivre au plus près les actions qui sont à mettre en œuvre. Soyez assurée, Madame la sénatrice, que l'État est et restera mobilisé aux côtés des collectivités et notamment des communes sinistrées. Merci. Je passe la parole à Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, à quelques kilomètres de Paris, à cheval sur les départements de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne, le fort de Vaujour est une ancienne fortification militaire qui a été utilisée de 1951 à 1997 par le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, pour y développer les détonateurs des bombes atomiques de l'armée française. Pendant des années, le CEA y a pratiqué plusieurs fois par jour, à l'air libre puis en salle, des essais nucléaires dits sous-critiques ou tirs froids, qui consistaient en l'explosion de bombes atomiques factices construites autour de sphères d'uranium-238. De 2000 à 2002, suite à une longue mobilisation associative et politique, le CEA a accepté que la CRIRAD mène une étude sur le site qui en a démontré l'importante pollution. Aujourd'hui, des médecins et des malades nous interpellent, ainsi que des associations locales. En effet, les statistiques récentes de l'Agence régionale de santé démontrent des taux de cancer préoccupants et à la fois bien au-dessus de la moyenne nationale et départementale et sans commune mesure avec les taux enregistrés dans les communes avoisinantes. Parlementaires écologistes, nous sommes très inquiets des risques sanitaires encourus par la population environnante et nous ne sommes pas les seuls, y compris dans cet hémicycle. Et ce, d'autant plus que la majeure partie du site a été rachetée en 2010 au CEA par la société BP Placo, filiale du groupe Saint-Gobain, qui a pour projet imminent d'y réaliser une carrière de gypse à ciel ouvert. Et cela impliquerait de déplacer dans un avenir très proche des millions de mètres cubes de terre polluée, cumulant de nombreux risques. Risques liés aux contaminations radiologiques, chimiques, à la présence de métaux lourds et éventuellement de munitions non explosées. Il nous semblerait inconcevable que de tels travaux puissent commencer avant que leur innocuité ne soit prouvée par une étude réalisée par un organisme indépendant, ce qui exige la levée au moins partielle du secret défense pesant sur le site et qui empêche tout diagnostic sérieux. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à demander la mise en place d'un moratoire immédiat afin que ces travaux ne soient pas engagés avant la conclusion d'une telle étude? Je vous remercie. Merci. Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Écologie, Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Archimbaud, vous suivez effectivement ce dossier avec attention, comme le font vos collègues Gilbert Roger, Claude Dillin et Vincent Eblé. Le site du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Vaujour a fait l'objet en 1997 d'un processus de cessation d'activité à la fois transparent et conforme à la réglementation. C'est ainsi qu'une commission de suivi rassemblant les parties prenantes et des associations indépendantes a été mise en place pour donner des informations sur la pollution du site. Cette commission a conclu que l'assainissement du site avait été réalisé de manière satisfaisante. Ce processus est également conclu par la publication en 2005 d'un arrêté de servitude encadrant les changements d'usage du site. Tous les travaux de terrassement, d'excavation ou d'intervention sous la surface du sol devront faire l'objet d'une expertise préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cette servitude n'est à ce jour possible que sur les sites classés pour la protection de l'environnement. Je proposerai donc, dans le projet de loi sur la transition énergétique, que l'on puisse généraliser ce type d'outil lorsqu'il est nécessaire. En application de l'arrêté de 2005, la société Placoplâtre a ainsi mandaté l'IRSN pour réaliser des analyses radiologiques sur le site et celui-ci a conclu à l'absence de risque d'exposition des personnels les manipulant. Une note d'information détaillée en date du 24 janvier 2014, très récente, est disponible sur le site internet de l'IRSN, note dans laquelle cet institut mentionne également que l'uranium n'a pas d'effet connu sur la thyroïde. Madame la sénatrice, au vu de ces éléments, il n'est pas apparu nécessaire d'interrompre l'instruction du projet de la société Placoplâtre, qui doit néanmoins continuer d'appeler la plus grande vigilance à chaque étape
au regard de son utilisation historique. C'est pourquoi, Madame la sénatrice, messieurs les préfets de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne ont décidé de réactiver la commission locale de suivi qui se réunira au lendemain des élections municipales. Bien évidemment, le gouvernement prendra toute attention à cette réunion. Merci. La parole est à présent à Michel Billoux pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'Union européenne se trouve chaque jour au cœur de l'actualité. Alors que beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur les politiques conduites et surtout sur leurs résultats, ils sont peu nombreux à déclarer vouloir participer aux prochaines élections européennes. Nous recevions hier au Sénat Henri Malos, président du Comité économique et social européen, qui déclarait il y a peu « Je suis un militant pro-européen devenu très critique ». Ou encore « L'Union européenne est lointaine et autiste. Elle travaille d'une manière idéologique et technocratique et ne s'occupe pas des vrais sujets comme l'emploi, et ça, les gens le ressentent ». L'éloignement des institutions vis-à-vis des citoyens est un problème réel, mais il y a plus grave. J'avoue avoir été beaucoup plus surpris de lire ceci, je cite « L'austérité conduit l'Europe sur le chemin de la dictature. Aujourd'hui, l'immense majorité des peuples souhaitent la fin de l'austérité, du néolibéralisme et de la dictature des marchés. La politique ne compte plus. Il faut bien comprendre que la crise actuelle n'est pas seulement financière et économique, elle est aussi sociale, politique, éthique et environnementale. Le néolibéralisme, cette idéologie qui a provoqué la crise, qui s'en prend aux personnes, aux plus pauvres, tout en protégeant les banques et les grandes entreprises et en enrichissant les marchés spéculatifs, ne doit pas perdurer. C'est une stupidité colossale. Fin de citation. Ces propos récents ne sont pas ceux d'Alexis Tsipras, président du groupe Syriza au Parlement grec et candidat du Parti de la gauche européenne à la présidence de la Commission européenne. Non, ce sont ceux de Mário Soares, socialiste, européen convaincu, ancien Premier ministre et président du Portugal, qui dénonce aujourd'hui cette politique austéritaire qui, je le cite encore, condamne son pays et son peuple, comme elle condamne la Grèce, Chypre, l'Espagne et de trop nombreux pays de l'Union. Le président Hollande s'était engagé à renégocier le traité sur la discipline budgétaire européenne. À l'époque où il était candidat, il affirmait que la spirale de l'austérité ne faisait qu'aggraver la crise. Il voulait également réorienter le rôle de la Banque centrale européenne et défendre une association pleine et entière des parlements nationaux et européens aux décisions. Il prônait un budget européen au service des grands projets d'avenir et soutenir la création de nouveaux outils financiers pour lancer des programmes industriels innovants. Mais ça, votre c'était question, hier. mon cher collègue. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple. Quand allez-vous enfin tenir les engagements pris par le président de la République lorsqu'il était candidat afin de construire une Union européenne au service des peuples? Quand allez-vous tenter de redonner espoir aux citoyens européens et éviter la catastrophe annoncée lors des prochaines élections européennes? La parole est à Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Billoux, oui, ce gouvernement est profondément européen, car l'avenir de la France passe aussi par l'Europe. Pour autant, il y a bien de différentes conceptions de l'évolution de l'Europe. Nous sommes progressistes et n'avons donc pas la même vision que peuvent l'avoir les libéraux et les conservateurs. Et depuis son élection, le président de la République s'est employé à réorienter justement l'Europe pour mettre la croissance et l'emploi au cœur de l'agenda européen. C'est le sens de l'action du président. C'est le sens de l'action du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement depuis mai 2012. Et les résultats sont là, je vais vous en donner. Vous avez cité notamment la discussion sur le pacte européen pour la croissance et l'emploi. Nous l'avons obtenu, c'est la France qui l'a demandé en juin 2012. Et cela se traduit par quoi? Par l'augmentation, par exemple, de 10 milliards d'euros de la Banque européenne d'investissement, qui aujourd'hui permet à la France d'avoir plus de liquidités pour accompagner les entreprises, les grands travaux dans les régions, mais aussi, je veux les citer, l'université,
mais également les hôpitaux. Ça n'était pas possible avant notre arrivée. Désormais, c'est de l'argent pour les constructions, la modernisation de ces grands services publics. C'est aussi, puisque vous avez fait référence à l'austérité, le cadre financier pluriannuel qui a été adopté il y a quelques mois et qui va permettre à l'Europe d'investir 1030 milliards d'euros sur la période 2014-2020 contre 800 milliards sur la période précédente. Nous avons mis fin à l'austérité en dotant l'Europe d'un gros budget, ce qui nous permettra notamment de mettre 6 milliards d'euros. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne pour lutter contre le chômage des jeunes dans toutes les régions où le taux de chômage est supérieur à 25%. C'est aussi, vous devriez en être content, le fait que nous avons sauvé le fonds d'aide alimentaire aux démunis que nos prédécesseurs avaient supprimé et qui permettent d'accompagner notamment les Restos du Cœur dans toutes nos collectivités locales, parce que c'est la vérité et ça a été décidé en 2011. C'est également les 16 milliards d'euros, vous devriez en être satisfait comme élu local, du FEDER, qui va permettre aux collectivités locales de mener à bien leurs projets dans les territoires, les infrastructures. Tout ce qui se fera sur la politique de la ville sera éligible au FEDER. Vous le voyez, tout cela, je veux le dire aussi, nous le faisons en bonne intelligence avec nos amis allemands et nous préparons d'ailleurs le Conseil des ministres franco-allemands le 19 février prochain. Être efficace sur la scène européenne, c'est une affaire d'ambition, de méthode. Le président, le gouvernement mettent l'un et l'autre au service de nos concitoyens, de la relance pour la croissance, pour l'emploi et une dimension sociale qui manquait à l'Europe avant notre arrivée. C'est aussi cela le changement. Merci. La parole est à présent à Philippe Esnol pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le 23 janvier dernier, dans un exercice de transparence auquel ne s'étaient pas livrés les gouvernements précédents, vous avez, Monsieur le ministre, présenté les chiffres de la délinquance pour 2013. Nous avions pris l'habitude que la présentation annuelle de ces chiffres par vos derniers prédécesseurs fassent l'objet de manipulations si évidentes qu'elles en devenaient ridicules. Nous saluons donc l'établissement de données réellement fondées sur les faits observés et enregistrés, établis en toute indépendance par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et publiés en toute transparence, nous permettant ainsi d'avoir un débat rationnel sur le sujet. Cette méthode saine constitue déjà en elle-même un progrès notable. L'analyse de ces chiffres fait apparaître un premier bilan provisoire encourageant des politiques que vous avez initiées. Je pense aux 80 zones de sécurité prioritaires qui concentrent les moyens d'action dans les quartiers où l'insécurité est la plus grande et où ils sont par conséquent les plus nécessaires. Je pense aussi au plan anti-cambriolage lancé récemment et que vous nous aviez présenté lors d'un déplacement à Conflans-Sainte-Honorine. Je pense encore à la réforme du renseignement qui modernise nos modalités de réponse aux menaces les plus radicales auxquelles est confronté notre pays. Parmi ces résultats positifs, je note par exemple la stabilisation des violences contre les personnes, en particulier s'agissant des homicides à un niveau historiquement faible, avec 682 faits commis, même si c'est bien sûr toujours trop. Je note aussi que le travail obstiné des forces de l'ordre porte ses fruits. Pour ce qui concerne le démantèlement des trafics de stupéfiants, avec plus de 900 trafiquants supplémentaires mis en cause, ou encore pour ce qui concerne les violences urbaines qui, grâce aux ZFP, enregistrent un recul spectaculaire de plus de 29%. Le dispositif des ZSP démontre parfaitement, Monsieur le ministre, que lorsqu'on fait le choix de donner la confiance et les moyens aux forces de l'ordre, plutôt que d'en réduire drastiquement le nombre, comme l'avait fait le gouvernement précédent, celles-ci obtiennent des résultats probants. Bien entendu, si ces chiffres sont encourageants, ils témoignent davantage d'un renversement de tendance progressif que d'un coup d'arrêt à la hausse des problèmes de sécurité constatés dans notre pays depuis des années. La lutte contre les bandes organisées dans le cadre de votre plan anti-cambriolage a déjà permis, en fin d'année dernière, le démantèlement d'une organisation criminelle géorgienne à l'origine de 2000 cambriolages. Mais évidemment, le redressement de la situation de la France en matière de cambriolage, de sécurité comme dans d'autres domaines ne pourra se faire qu'en appliquant ce sérieux et cette rigueur dans la durée. La question dès lors, Monsieur le ministre, est à l'aune des évolutions constatées en 2013, quelles sont les orientations prioritaires que vous souhaitez mettre en œuvre dans les mois qui viennent afin de poursuivre ce travail essentiel pour le bien-être de nos concitoyens, de lutte contre la criminalité, de lutte contre la délinquance et de lutte contre l'insécurité. Merci, Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Philippe Esnol, vous avez presque tout dit.
Mais vous avez dit quelque chose de très important par ailleurs. Les Français ont droit à la vérité et donc à la transparence pour ce qui concerne les chiffres de la sécurité. Et nous avons besoin d'un outil indépendant, comme d'ailleurs des enquêtes de victimation qui donnent la réalité. Cette réalité, nous la connaissons, personne ne la nie, elle est faite de violences sur les personnes, même si elles sont stabilisées. Elle est faite aussi d'une hausse spectaculaire des cambriolages depuis 5 ans, puisque entre 2007 et 2012, ils ont augmenté de 18%, et notamment de 44% pour ce qui concerne les résidences principales. Il ne s'agit pas de nier cette réalité, cette hausse s'est poursuivie en 2012 et en 2013, d'où le plan cambriolage contre les vols à main armée qui ont baissé, notamment pour ce qui concerne les bijouteries, et contre les cambriolages. Et en zone gendarmerie, là où ils font sans aucun doute les dégâts les plus considérables, pas seulement, mais chez nos concitoyens, ils sont, depuis la mise en place de ce plan cambriolage, grâce à l'action, là en l'occurrence de la gendarmerie, en baisse de 3%. Ça veut dire qu'il faut continuer. Et ça, c'est la première grande priorité, en lien avec la chancellerie, puisque là aussi, nous avons besoin de travailler ensemble, comme nous le faisons dans tous les domaines. La deuxième grande priorité, c'est de poursuivre le travail engagé dans les zones de sécurité prioritaires, avec là également des résultats dans tous les domaines, lutte contre les incivilités, les violences urbaines, les cambriolages et la lutte contre les trafiquants et notamment le trafic de drogue. C'est l'élément essentiel. La troisième grande priorité, c'est la lutte contre les avoirs criminels. Il faut taper au portefeuille, si vous me permettez cette expression, parce que c'est là où nous serons efficaces avec l'engagement de la police judiciaire. Et le quatrième grand défi, puisqu'il faut aller vite en termes de priorité, dans les quelques secondes qui me restent, c'est le défi de la cybercriminalité, qui est sans aucun doute l'un des défis majeurs au niveau national, européen et international. Tout cela nécessite des moyens. Nous les avons mis au service de la police et de la gendarmerie, une évolution de la technologie que nous offrons évidemment aux forces de l'ordre, une coopération de très grande qualité, nous le faisons dans les ZSP, mais évidemment partout entre les procureurs et les préfets. Et puis, dire la vérité aux Français, je termine par là, parce que je pense que sur ces questions, et vous l'avez fait, monsieur le sénateur, nous avons besoin de travailler ensemble, notamment avec les élus locaux. C'est ce que nous faisons dans toutes les villes. Et là, les frontières droite-gauche s'effacent parce que la sécurité, elle n'est ni de droite ni de gauche. Et elle permet de travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire la demande de sécurité des Français. Merci. La parole au président Jean-Claude Carle pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. En effet, dans sa réponse ce mardi à une question de Christian Jacob, le Premier ministre a affirmé, et je le cite, qu'avec son gouvernement qui était celui du dialogue, du progrès et de la réforme, il avait la totale légitimité de proposer au Parlement des réformes, tant dans le domaine de la famille que du reste. De quelle légitimité parlait-il ? Si c'est celle du suffrage universel, elle est en effet incontestable. Si c'est celle de l'adéquation de l'action du gouvernement avec les attentes des Français, c'est véritablement contestable. En effet, les Français ne vous ont pas élu pour légiférer sur les consciences, mais pour agir sur deux préoccupations majeures, l'emploi et la sécurité. Nos compatriotes, d'ailleurs, ne sont pas dupes. La stratégie des écrans de fumée n'a qu'un temps. La France est au bord d'une crise grave. C'est le résultat de 2 années où votre jeu a consisté à dresser une partie des Français contre une autre, 2 années durant lesquelles, faute de résultats dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de l'éducation, vous avez privilégié les thèmes sociétaux. Stratégie hasardeuse, voire dangereuse, qui met en cause la cohésion de la nation. Alors même que la situation économique et sociale se dégrade, vous continuez à vouloir imposer aux Français des changements profonds dans leur vie personnelle, changements qui relèvent de l'intime. Ils s'inscrivent dans le temps plus que dans les textes, mais sûrement pas dans l'urgence. En effet, aujourd'hui, nos compatriotes ont les yeux rivés sur la courbe du chômage, et celui des jeunes en particulier, qui atteint 25% d'une classe d'âge contre seulement 7% en Allemagne. Ne serait-il pas urgent et cohérent, comme l'a affirmé le président de la République, de tout mettre en œuvre pour que notre jeunesse, dont il a fait sa priorité, s'en sorte? Or, que constatons-nous? 1 jeune sur 5 à l'issue de ses études pousse non pas la porte d'une entreprise, mais celle de Pôle emploi. 150 000 d'entre eux sortent sans diplôme ou sans qualification. Pour la première fois depuis 2005, l'apprentissage baisse de 8%, le contrat de professionnalisation de 5%, concurrencé, il est vrai, par les emplois d'avenir, qui n'ont d'ailleurs d'avenir que le nom. Là sont les vrais défis. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quand le gouvernement va-t-il cesser cette stratégie
de l'enfumage et répondre aux vraies préoccupations des Français. C'est le mandat qu'ils vous ont confié et là est votre légitimité. Merci. Madame Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, on peut dire que votre question est toute en subtilité et en nuances et que nous avons bien compris que, effectivement, heureusement encore que vous reconnaissez la légitimité du suffrage universel, qui, je sache, est la seule légitimité qui vaille dans notre démocratie. C'est assez étonnant, quand on est homme ou femme politique, d'entendre un partage du citoyen entre ce qui serait de l'ordre de l'homo economicus, où là on aurait toute légitimité à intervenir, et puis toutes les questions sociales sur lesquelles nous n'aurions aucune légitimité. La société est faite de citoyens qui vivent dans leur globalité et qui aspirent à ce qu'on leur assure vraiment les fondements même de notre République, c'est-à-dire les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Et effectivement, le gouvernement actuel s'est engagé aussi bien sur les réformes économiques que sur les réformes sociales et que sur les réformes sociétales. C'est le fondement même de ce qui est la politique. Moi, je veux bien entendre. Je vais noter quelques exemples dans ce que vous avez dit. Que les emplois d'avenir n'ont d'avenir que leur nom. C'est bien méconnaître, et vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de jeunes qui ont pu bénéficier de ces emplois d'avenir, qui ont constitué, en particulier dans les zones qui sont des zones difficiles, qui ont permis à des jeunes qui étaient au chômage ou qui ne connaissaient que l'emploi précaire, enfin d'accéder à l'emploi, enfin d'accéder à la formation professionnelle et enfin pouvoir envisager un véritable avenir. Et les chiffres sont là pour montrer la régression du chômage des jeunes. Je trouve que vous devriez avoir un peu plus de considération pour notre jeunesse, parce que faire ce type de réforme, c'est effectivement à l'honneur de notre gouvernement. Vous avez aussi cité que nous pourrions nous éviter d'intervenir dans l'ordre de l'intime. Mais de quoi parlons-nous? Lorsque nous revalorisons l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales, est-ce de l'ordre de l'égalité et de la justice sociale ou est-ce de l'ordre de l'intime? Lorsque nous revalorisons le complément familial, oui, lorsque nous revalorisons le complément familial, nous rendons effectivement service à l'ensemble de la société pour un modèle social plus juste. Merci. La parole est à Claude Dillin pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de la ville. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, le Parlement a approuvé à une large majorité votre projet de loi sur la ville et la cohésion urbaine. Plus de 10 ans après la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, votre loi était très attendue. En refondant profondément la politique de la ville, vous avez répondu aux critiques qui étaient émises par beaucoup de maires concernés, par des habitants qui parfois se sentaient oubliés, mais aussi par des rapports, en particulier le rapport critique de la Cour des comptes. En actualisant la géographie prioritaire, en concentrant les moyens spécifiques sur les territoires les plus en difficulté, en mobilisant vraiment les moyens de droit commun, en instituant un seul contrat de territoire alliant à la fois l'humain et l'urbain, mais aussi le spécifique et le droit commun, en donnant un second souffle au renouvellement urbain et en exigeant une vraie participation des habitants, vous avez effectivement satisfait les demandes récurrentes venant de la grande majorité des acteurs de la politique de la ville. Ce texte est approuvé. Il reste maintenant, Monsieur le ministre, à le mettre en œuvre. Vous le savez, Monsieur le ministre, beaucoup de maires sont impatients, voire très impatients, de savoir s'ils sortiront
ou s'ils rentreront dans la fameuse liste des quartiers prioritaires. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, quand vous donnerez ces informations et, d'une manière plus générale, quel sera le calendrier de la mise en œuvre de cette nouvelle loi? Merci. La parole à François Lamy, ministre chargé de la Ville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Claude Dilain, je voudrais d'abord, avant toute chose, me permettre de saluer la qualité des travaux et des débats que vous avez conduits en tant que rapporteur sur ce projet de loi Ville et cohésion urbaine avec l'ensemble des sénateurs. Je me félicite d'ailleurs de l'accord trouvé entre le Sénat et l'Assemblée en commission mixte paritaire mardi dernier sur ce texte. Je crois pouvoir dire que ce texte a considérablement été amélioré par l'ensemble des débats que nous avons pu avoir dans les deux assemblées. Un des fondements de cette réforme, vous l'avez souligné, c'est le critère unique retenu pour la nouvelle géographie prioritaire. Ce critère unique, c'est la concentration des populations à bas revenus. C'est un critère qui est à la fois englobant, qui reprend l'ensemble des autres critères traditionnellement pris en politique de la ville, mais c'est surtout un critère transparent et un critère objectif. Ce ne sera plus le ministre qui déterminera la liste des quartiers prioritaires, mais ce sera malheureusement la fragilité sociale de ces quartiers. Et ainsi, on pourra, pour être encore plus clair, on ne pourra plus bouger sur les curseurs pour faire rentrer tel ou tel quartier ou telle ville en politique de la ville. Une fois la loi définitivement adoptée, puisque vous m'interrogez sur le calendrier, donc c'est-à-dire dans les prochains jours, nous traduirons le principe retenu pour cette nouvelle géographie dans un décret qui passera au Conseil d'État. Et dès sa parution, les quartiers prioritaires ainsi identifiés seront communiqués aux élus locaux et ça devrait donc se passer au mois d'avril. À ce moment-là, nous entrerons dans une phase de concertation entre les élus et les préfets, de façon à passer de cette réalité statistique à la réalité vécue par les élus et par les habitants, à des périmètres qui soient les plus cohérents possibles. Je ne souhaite pas en effet qu'on puisse malheureusement dans ces allers-retours oublier un quartier qui pourrait être un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par ailleurs, le projet de loi lance un nouveau programme national de renouvellement urbain doté de 5 milliards d'euros qui vont permettre d'enlever 15 autres de la part des bailleurs et des collectivités, entre autres. Ce programme se déploiera exclusivement sur la nouvelle géographie prioritaire, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de dérogation, comme ce fut le cas précédemment. Ce nouveau programme, il sera défini par l'Agence nationale de rénovation urbaine dans le temps qui va maintenant courir jusqu'à l'été. L'ANRU priorisera l'intervention sur les quartiers qui présentera les dysfonctionnements urbains les plus importants. Et donc, vous pourrez, puisque c'était le sens de votre question, dès le mois d'avril, entamer la discussion avec les préfets sur les contrats de ville, la liste étant définitivement, en ce qui concerne les quartiers ANRU, arrêtée à la fin de l'été, début de la prochaine rentrée scolaire. Merci. Merci. La parole à Gérard Cornu pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre en tant que chef du gouvernement et concerne, Madame Bertinotti, le projet de loi sur la famille sous les feux de l'actualité depuis plusieurs jours compte tenu des réponses contradictoires de membres du gouvernement et même de députés de la majorité. Effectivement, c'est un énième sujet sociétal que votre gouvernement a souhaité aborder, sans, il faut en convenir, sans en baliser clairement le contenu, déchaînant les passions et cristallisant les oppositions jusque dans votre propre camp. Avec ce texte sur la famille, vous envisagiez, entre autres, de satisfaire l'électorat qui a cru trouver, dans une interview donnée par François Hollande, peu avant la présidentielle, une promesse d'ouvrir la PMA aux couples de même sexe. La mobilisation de centaines de milliers de Français de la Manif pour tous dimanche dernier a cette fois été enfin reconnue, alors que son ampleur avait été déniée l'an passé avant la discussion du texte Mariage pour tous. Cette mobilisation a donc conduit à une énième reculade de votre gouvernement sur la PMA et la GPA dans un premier temps, puis finalement sur l'ensemble du texte. Lundi, c'est le ministre de l'Intérieur
qui annonçait que le gouvernement s'opposerait à des amendements parlementaires sur la GPA et la PMA lors de l'examen du projet de loi sur la famille. Le soir même, Monsieur le Premier ministre, vous annonciez le report sine die de la loi famille, provoquant l'indignation d'une partie de votre majorité. Mardi, votre majorité à l'Assemblée disait son désaccord et vous annonciez qu'il y aurait bien un texte famille. Des parlementaires ont même annoncé ici des propositions de loi sur les bancs donc de cet hémicycle. Alors, finalement, qui croire? Il y a un vrai problème de méthode de la part de votre gouvernement qui ouvre beaucoup de sujets sans jamais aller au bout, sans jamais être clair. Pris en étau entre une partie de votre majorité jusqu'au boutiste qui, coûte que coûte, veut faire passer ces réformes et le reste des Français déstabilisés, mais aussi très mobilisés contre toutes ces réformes sociétales qui touchent à l'humain et relèvent de l'intime, donc du consensus. Qu'allez-vous faire? Allez-vous enfin trouver une boussole? Merci. La parole à Dominique Bertinotti. Monsieur le sénateur, le divorce est-il une affaire de gauche ou de droite? La recomposition des familles est-elle une affaire de gauche ou de droite? Le choix de vivre en concubinage, de se paxer ou de se marier est-il de gauche ou de droite? Et est-il nécessaire de pouvoir moderniser notre droit familial au regard de l'évolution de la société et de permettre, entre autres, aux enfants qui sont confrontés à la diversité de ces modèles familiaux de pouvoir bénéficier de nouvelles protections juridiques et sécurité juridique? N'est-ce pas là la voie du progrès et une façon d'aider chacun de nos concitoyens à vivre et à pouvoir exercer ses droits et ses devoirs au sein de la famille comme il choisit de le faire? Vous pouvez toujours agiter les peurs, les fantasmes, répéter à l'envi PMA, GPA. Il ne suffit pas de répéter X fois de fausses idées pour en faire une vérité. Et plutôt que de pointer, de répéter, de vous mettre à la remorque de la manifestation pour tous, il serait beaucoup plus intéressant de voir ce que l'UMP propose en matière de questions de société. Et quand on regarde dans vos rangs, vous avez des parlementaires qui aimeraient bien savoir quelles sont vos propositions. Et précisément, vous n'en avez aucune parce qu'elle divise profondément votre camp. Et je vais même aller plus loin. Comment expliquez-vous que ce soit, par exemple, Madame Morano ou Madame Tabarot qui ait demandé à réfléchir sur la question du beau-parent? Était-ce à ce moment-là une question qui était une question de l'ordre de l'intime, ou bien était-ce tout simplement la prise en compte par l'ensemble de la société que oui, les familles ont évolué, oui, nous avons besoin d'apporter une modernisation du droit familial pour faciliter le quotidien des familles et de toutes les familles? C'est ça le respect de l'ensemble des familles de France. Merci. La parole est à Monsieur Serge Dassault pour le groupe UMP. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le ministre, comme la réduction du chômage est prioritaire pour le président de la République, pour le gouvernement, pour les chômeurs et pour la France, et que vos solutions d'emploi aidées, d'avenir ou autres n'ont que peu d'efficacité, je voudrais vous proposer deux solutions qui seraient, je pense, beaucoup plus utiles pour réduire le chômage. Car elles correspondent exactement aux besoins des entreprises. Et j'en suis le commande. Qui n'embaucheront que si elles ont suffisamment de commandes et pas à cause de quelques subventions. De plus, les solutions que je vous propose ne coûteront rien, contrairement à vos contrats aidés qui nous coûtent plusieurs milliards par an. Aujourd'hui, l'accroissement continu du chômage
vient de la rigidité du travail qui dissuade nos entreprises d'embaucher avec ces CDI lorsqu'il y a des commandes à faible délai de livraison et qui est encadré fortement l'utilisation des CDD. C'est pourquoi je vous propose de généraliser les contrats de chantier à durée indéterminée qui sont adaptés à la durée réelle d'un chantier qui doit être défini avec précision. Si celui-ci est renouvelé, le personnel restera en poste. Mais s'il ne l'est pas et s'il n'y a pas d'autres chantiers disponibles dans l'entreprise, il sera licencié en fin de chantier. Ce dispositif est largement utilisé dans l'industrie du bâtiment. Pourquoi ne pourrait-on pas le généraliser? Ma deuxième proposition, qui permettrait des embauches immédiates, sans charge pour l'État, serait de modifier les seuils sociaux et de reporter, par exemple, pour les artisans, le seuil de 10 à 20 et pour les PME de 50 à 75. Plusieurs milliers d'emplois pourraient être ainsi rapidement pourvus par les artisans et les PME bloqués volontairement à 9 ou 49. Il suffirait donc de modifier ces seuils pour obtenir des embauches immédiates. D'où ma question. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à faciliter l'utilisation des contrats de chantier à durée indéterminée et le relèvement des seuils sociaux? Cela ne vous coûtera rien et permettra au président de la République de tenir plus facilement sa promesse de réduire le chômage. Merci. Merci. La parole à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser le ministre du Travail qui se trouve actuellement à l'Assemblée nationale pour le débat sur la formation professionnelle. Vous faites deux propositions qui ne sont pas forcément nouvelles, qui sont dans le débat depuis un certain nombre de décennies, que l'on voit réapparaître régulièrement et qui s'inspirent de cette idée qui est défendue dans un certain milieu politique que nos difficultés économiques seraient au fond le résultat de la rigidité du Code du travail. Parfois, certains s'y sont essayés. On se souvient de cette idée pendant longtemps que c'était l'autorisation administrative de licenciement qui était la plaie dans notre pays et que sa suppression allait créer des centaines de milliers d'emplois. On est allé dans ce sens et rien n'est arrivé. Je pense que le problème est un peu plus complexe en matière de développement économique et d'emploi. Dans tous les cas, ce que fait ce gouvernement, c'est d'une part, vous l'avez cité, de mettre en place des emplois aidés. Ce n'est pas le nec plus ultra, c'est une réponse immédiate et urgente. Elle a donné des résultats en matière d'emploi pour les jeunes, puisqu'aujourd'hui, il y a moins de chômeurs de moins de 25 ans qu'il y a un an. Mais il nous faut faire aussi en sorte que les entreprises deviennent plus attractives, et c'est le sens et l'enjeu du pacte de responsabilité qui a été proposé par le président de la République et qui a donné lieu la semaine dernière, sous la présidence du Premier ministre, à des contacts avec les partenaires sociaux. Monsieur le sénateur, notre problème d'emploi est aussi un problème de travail. Dégrader, précariser le travail n'aide pas à la création d'emplois, contrairement à ce que certains prétendent ou espèrent. C'est le contraire. C'est l'esprit de la loi sécurisation de l'emploi votée en juin dernier. Nous aurions pu, ça a été fait ailleurs, je réponds directement à votre question, nous aurions pu inventer des mini-jobs et ajouter de la précarité à la précarité. Je le dis clairement au nom du gouvernement, ce n'est pas le chemin que nous avons choisi et cela ne le sera pas. Le ministère est celui de l'emploi et du travail et non de l'emploi contre le travail. Les représentants des employeurs demandent des capacités d'adaptation pour faire face à la crise. Les salariés demandent aussi des capacités d'adaptation pour que l'emploi ne soit plus la variable d'ajustement de chaque choc. C'est la réponse à travers la sécurisation de l'emploi et les compromis qu'elle permet. C'est aussi l'enjeu majeur de la formation professionnelle, texte dont vous aurez à débattre prochainement. Le droit social peut venir au secours de l'emploi, non pas en s'effaçant ou en renonçant, mais au contraire en affirmant un cadre avec ses contreparties, négocier ses conditions de validité,
le rôle des partenaires sociaux, mais aussi celui de l'État, qui est garant de l'intérêt général. Supprimer le contrat à durée indéterminée ou flexibiliser à outrance notre marché du travail, le patronat d'ailleurs ne le demande pas. C'est même l'inverse dans certains cas, par exemple pour l'apprentissage, où aujourd'hui on nous demande de pouvoir fidéliser les apprentis quand il s'agit de bons recrues. Demain, ils pourront signer des contrats d'apprentissage dans le cadre d'un CDI. Merci, nous croyons à la sécurisation de l'emploi et à l'adaptation négociée. Nous défendons le compromis et la performance pour le bien-être, pas par la précarisation sans fin et l'écrasement des travailleurs. Merci. La parole à Philippe Kaltenbach pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Elle vient en renfort de celle de notre collègue Philippe Hénault, puisqu'elle touche bien sûr à la sécurité qui est un droit pour nos concitoyens et nous devons tout mettre en œuvre pour l'assurer. Elle est centrée sur un phénomène qui est inquiétant, l'augmentation depuis maintenant plusieurs années du nombre de cambriolages. Depuis 2008, on assiste en effet à une augmentation constante du nombre de cambriolages. Cela touche bien sûr les zones urbaines, mais pas seulement. Les zones rurales sont également concernées. Pour être précis, je crois qu'il faut également rappeler que les chiffres importants que nous avons atteints, près de 400 000 cambriolages en 2012, ont déjà été atteints par le passé au début des années 2000. Dans mon département, les Hauts-de-Seine, il y a eu en 2012 7 500 cambriolages contre 4 800 en 2008. Et à l'échelle nationale, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, la hausse depuis 5 ans est de 18% et même de 44% si on prend les vols par effraction dans les résidences principales. Nous le savons, en 2013, ce phénomène a persisté avec une hausse encore soutenue. Il y a bien sûr à chaque fois un préjudice matériel, mais pas seulement. Le viol de l'intimité de son domicile crée chez les victimes un traumatisme important et inacceptable. De surcroît, ces cambriolages contribuent à la hausse du sentiment d'insécurité chez beaucoup de nos concitoyens. Il y a à peine 3 mois, lors d'une séance de questions-cribles dans ce même hémicycle, je vous avais interrogé sur la réforme des statistiques de la délinquance qui ont malheureusement longtemps été manipulées par le précédent gouvernement à des fins de communication politique. Et d'ailleurs, le rapport de l'inspecteur général Michel Rousseau a bien sûr démontré cette manipulation. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous êtes engagé à dire la vérité, à ne pas chercher des subterfuges pour manipuler les chiffres. Et je crois en effet que c'est ce que les Français attendent d'un gouvernement, qu'ils disent la vérité, qu'ils regardent la vérité en face et qu'ils prennent ensuite les mesures nécessaires et adaptées. Je sais aussi que depuis maintenant 2 ans, vous êtes mobilisés, ainsi que les forces de sécurité, pour lutter contre ces actes délictueux et ces cambriolages. Par exemple, dans mon département, il y a quelques jours, le préfet et le procureur ont annoncé la création d'un groupe local de traitement de la délinquance pour concentrer les forces sur les 4 communes les plus touchées. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous exposer les mesures prises par le gouvernement pour enrayer cette augmentation inquiétante des cambriolages et rassurer et nos concitoyens et leurs élus? Merci. Je vous remercie. Merci. Monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Kaltenbach, vous avez raison de rappeler que l'ONDRP a démontré que les cambriolages étaient responsables d'1 tiers de l'augmentation du sentiment d'insécurité entre 2007 et 2012. Et on le comprend aisément. Face à ce phénomène, qui n'est pas qu'un phénomène français, qui est un phénomène européen, mais qui touche tout particulièrement notre pays par ses caractéristiques géographiques, j'ai fixé aux policiers et aux gendarmes, dont je veux saluer l'engagement, des objectifs pour cette année 2014, en partant de ce que nous avons fait aussi dans les zones de sécurité prioritaires et en ayant une stratégie qui soit la plus efficace possible. Vous en avez rappelé d'ailleurs un certain nombre d'éléments et qui se déclinent d'abord en fonction de la réalité départementale. C'est le cas, bien sûr, dans les Hauts-de-Seine. 4 volets sont dans ce plan. Une stratégie de police judiciaire ciblée sur les délinquants d'habitude et les filières, l'occupation renforcée de la voie publique,
la protection des commerçants et la mobilisation de tous les acteurs concernés. Nous obtenons des résultats de différents ordres, mais nous réussissons surtout à démanteler ces réseaux qui viennent de l'Est de l'Europe ou des Balkans. Je pourrais citer cette opération en Seine-et-Marne qui a permis d'arrêter une bande d'une quinzaine d'Albanais. 130 vols leur étaient impliqués. Celle très spectaculaire de ce réseau très structuré criminel géorgien qui était dans l'ouest de la France, auteur de 2000 vols, 2000 cambriolages. Et c'est ce type de mobilisation, en s'attaquant à ces filières, qui nous permettra progressivement d'obtenir des résultats et de contrarier cette tendance à la hausse. Elle a été inversée, je le disais tout à l'heure en répondant au sénateur Esnol, en zone gendarmerie à la fin de l'année, moins 1,2%. La hausse a été contenue en zone police, plus 2,6%. Cette dynamique est enclenchée. Elle nous invite non pas à nous féliciter, mais à poursuivre le travail, parce que je suis convaincu quand nous ferons baisser de manière significative les cambriolages, nous ferons baisser, même s'il y a d'autres phénomènes bien sûr, ce sentiment très fort d'insécurité, notamment dans les territoires où on n'avait pas l'habitude de connaître ce type de phénomène, mais aussi dans les zones urbaines. En tout cas, vous pouvez compter sur mon engagement et j'ai la conviction que ce travail est lié aussi à une coproduction entre l'ensemble des services de police, mais aussi, encore une fois, avec les élus et avec les citoyens qui sont aussi mobilisés sur cette question tout à fait fondamentale. Merci, mes chers collègues. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour le débat sur l'avenir des infrastructures de transport. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Nous, on va refaire les questions d'actualité dans quelques secondes. On va refaire la séance sur Public Sénat, on va refaire les questions d'actualité et évidemment, on va parler de toute cette actualité, nombreux points d'actualité aujourd'hui.